Ah, je parle bien, voilà. Bienvenue à cette première interview en compagnie de Daisy. Je suis quelqu'un d'assez timide, un peu. Pas toi. T'es à peu près aussi timide que moi, je suis sûr. Bon, t'es prêt? Parfait, 1, 2, 3, c'est parti. Attends, faut que ma tête soit bien. Oh bah putain, on n'est pas couché. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec donc Hervé Darc, auteur à vrai de 2 romans qui se trouvent ici, dont on va parler aujourd'hui. Avec plaisir. Ça va Hervé? Ça va très très bien. Ça me fait plaisir de te revoir. Moi de même, depuis ce dernier salon du livre à Turtot. Voilà, 1 an après. Donc on va commencer avec le tout premier, donc celui-ci. L'opération Flamme Pourpre. C'est ça. Donc vas-y, raconte-nous un peu l'histoire sans trop nous dévoiler toute l'intrigue. L'opération Flamme Pourpre, un thriller sorti en 2013. Les aventures d'un laborantin qui travaille pour un grand groupe pharmaceutique et qui un soir, après une invitation par un collègue de travail auquel il n'a jamais l'habitude de répondre, va se retrouver avec un trou de mémoire énorme, va reprendre le travail le lendemain matin et découvrir que son collègue est mort, assassiné, et toutes les preuves le désignent comme l'assassin. Voilà, le début d'une folle aventure pour ce petit laborantin. Donc tu as mis 1 année pour l'écrire, je crois, à peu près. C'est ça, oui. Et principalement pendant tes déplacements professionnels. Oui. Donc explique-nous un peu comment t'es venue l'idée et comment finalement tu as décidé de l'écrire. Alors, l'idée est venue au fur et à mesure justement de mes déplacements professionnels. Je roulais énormément, donc au bout d'un moment, tout ce qui est musique, radio, tout ça, bah, on coupe. Et dans le silence, on a le cerveau qui travaille. Et j'avais un début d'histoire. Et je me suis dit, tiens, il pourrait se passer ça pourrait démarrer dans un labo, puis ça pourrait arriver comme ça. Et j'ai eu une idée aussi de fin d'histoire. Et toute l'histoire s'est montée comme ça au fur et à mesure, en 2-3 mois dans ma tête. Et un jour, ce qu'on voit dans le roman sur les premières pages, voilà, le mardi 18 septembre 2012 à 20h02, j'étais dans ma chambre d'hôtel à La Rochelle et je me suis dit, pourquoi pas essayer de commencer à écrire cette histoire. C'est comme ça que l'aventure de l'opération Flamme Pourpre a démarré. A commencé, d'accord. Moi j'ai une question qui me trotte l'esprit. On raconte qu'un auteur met toujours un peu de lui-même dans ses romans. Est-ce que c'est le cas pour toi? Je sais pas vraiment. C'est une bonne question. Sincèrement, je sais pas. Je suis plutôt parti d'un concept quand j'ai écrit l'histoire. Je lis beaucoup de thrillers aussi, de livres policiers, même de livres fantastiques. Systématiquement, on se retrouve dans les thrillers avec soit des super flics, soit des super agents secrets, des super journalistes, des super blogueuses, des choses comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait plutôt si c'est un monsieur tout le monde? Voilà, quelqu'un qui est dans son quotidien, qui est bousculé, qui se retrouve en gros la cible d'un complot, la cible aussi bien de la police, c'est ce qui va lui arriver. Comment monsieur tout le monde réagirait, voilà. Donc je sais pas si j'ai vraiment mis moi, il a des réactions un peu plus péchues et osées que moi j'aurais, je pense. Mais je sais pas, je pense pas. Peut-être plus dans j'irais peut-être plus dans une certaine mesure dans la première partie, ouais, peut-être effectivement quand il s'échappe. Mais après non, je pense pas. Je pense qu'il est beaucoup plus courageux que je le serais par exemple. On sait pas, l'instinct de survie des fois, ça peut être. On sait pas. On sait pas. Donc Hervé, je crois savoir que tu es à une 4e édition de la Flamme Pourpre. Oui. Et une 7e impression. Impression. C'est quoi la différence entre les deux du coup? On va prendre le roman et je vais t'expliquer ça. Donc c'est vrai que sur la dernière page, à chaque fois je précise la version d'édition. Je change de version d'édition si j'apporte une modification au contenu. Alors, jamais dans l'histoire, bien sûr, l'histoire elle est là, elle est posée, mais par contre j'ai apporté la première édition, il y avait des fautes d'orthographe. On l'a fait corriger, on a fait une 2e édition. C'était pas Agnès Rabotin qui était aux commandes de la 2e correction, et du coup j'avais encore des retours comme quoi, alors, les fautes avaient très largement disparu, il en restait encore quelques-unes, mais ça malheureusement en auto-édition on n'a pas le choix. Mais la mise en page gênait encore quelques lecteurs, à savoir les retraits de dialogue étaient encore très loin,
et c'était un peu bizarre. Donc on a refait une modification, cette fois avec Agnès, qui m'a refait une vérification orthographique, grammaticale et la mise en page. Donc là du coup ça a donné naissance à cette 3e édition. Et là la 4e édition, pourquoi? Parce que enfin j'ai rajouté, comme Kérès, des photos des endroits qui sont traversés dans le roman. Donc on va retrouver la gare de Maflier-Montsou, la gare de Saint-Denis, on va retrouver l'église de Saint-Denis où David s'extasie un peu devant la beauté du monument, l'aéroport de Zurich, et puis après on va pas trop en dire parce que c'est vraiment on risque de dévoiler l'histoire des lecteurs. Donc pourquoi cette impression? Parce que quand je faisais réimprimer la même version que la fois d'avant, on était sur la même édition, donc il n'y avait pas de changement d'édition. Donc là on est réellement à la 4e édition, c'est l'ajout des photos qui a fait mettre le terme 4e édition. D'accord, bah moi j'ai la première. Voilà, un collector du coup, faut la garder. C'est pas mal. D'accord, et du coup, 7e impression, oui. Donc oui, c'est vrai que tout à l'heure tu nous as un peu dit... j'ai vendu plus de 1300, enfin ça y est, j'ai vendu 1300 exemplaires de La Flamme Pourpre, et du coup avec cette dernière impression, j'en suis à 1900 romans imprimés. Donc là par contre, j'en ai 600 en stock, ce qui va ravir mon épouse, parce que ça prend à peine de la place. Et donc là par contre, je ne pense pas en réimprimer. D'accord, après c'est fini. Je pense, oui. Là, je pense qu'on vit les derniers exemplaires. Ouais. Si vraiment j'avais une grosse demande derrière, je peux ressortir après facilement une centaine de romans. Mais je pense que là, non. Je pense que là, on sera au bout avec cela. C'est déjà pas mal. Bon, je vais peut-être l'acheter parce que j'ai pas les photos moi à la fin. Enfin, repayer un roman juste pour les photos. Ouais, mais quand même, écoute, c'est du collector, sachant qu'après ça s'arrête. Après, il y en aura plus. Ah voilà. Donc, après ce tout premier roman, tu t'es lancé dans un deuxième, L'Offensive Kérès. L'Offensive Kérès. Dis qui nous fait un petit... Ah, le petit pitch. Alors l'Offensive Kérès, là on va situer le début du roman, la première moitié du roman au Havre, où on va suivre les aventures d'un comptable. Alors c'est un petit peu plus sombre que La Flamme Pourpre, puisqu'au début La Flamme Pourpre, on a un laborantin, on a un gars qui est plutôt débrouillard, des merdes. Là on a plutôt un pauvre gars, quoi. Fils unique d'une vieille bourgeoisie de Sainte-Adresse. Les parents décèdent dans un accident de voiture, il se retrouve seul au monde, dépressif à moitié, puisque les parents sont morts dans un accident de voiture et la police n'a pas pu arrêter le chauffard qui a provoqué l'accident. Et notre pauvre homme, dès le début du roman, va se retrouver face à une situation terrible, puisqu'en moins d'une matinée, il va perdre sa maison, tous ses biens et son identité. Et de là, il va falloir qu'il découvre ce qui lui arrive. Et tout semble lié à la mort de ses parents, justement, quelques semaines auparavant. Donc toute une première moitié au Havre, où là je me suis dit, remercions un peu les lecteurs de l'opération Flamme Pourpre, puisque j'ai vendu majoritairement ce livre sur le Havre. Et donc là on va retrouver la roseraie à l'époque où c'était une maternité, on va aller sur le port, le quartier des Docks, HPE, on va partir un petit peu aussi en campagne avec Fontaine-la-Mallée et puis Lille. Et après un petit voyage à New York et sur l'archipel de Malte. C'est bien, t'as répondu à ma deuxième question. La vraie, il d'avoir anticipé. C'est pas grave. Et donc celui-ci a reçu un prix spécial du jury. Oui. Donc le prix Faucon 2016. C'est ça. Alors, tout le monde ne connaît pas le prix Faucon, tu nous expliques un peu? Et non, et personne même connaît le prix Faucon, c'est bien dommage pour tous ceux qui participent d'ailleurs et surtout pour les organisateurs. Donc le prix Faucon, ça sera un peu l'équivalent du Goncourt pour ceux qui sont soit dans des toutes petites maisons d'édition locales ou régionales, soit pour ceux comme moi qui sont auto-édités. Il faut savoir que moi, l'Offensive Kérès aujourd'hui, je ne peux pas le faire participer au concours pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas de maison d'édition. Donc il y a quelques temps, un monsieur qui s'appelait Didier à l'épée trouvait que c'était pas normal qu'on puisse pas récompenser non plus certains auto-édités ou certaines petites maisons d'édition parce qu'il y avait peut-être des romans qui étaient très très bons. Et il avait créé ce prix-là. Alors il faut savoir que le concours est remis le 11 novembre, ça a été remis le 12 décembre, sur le même principe, hein, il n'y a pas d'argent à la clé, il n'y a rien du tout. Les mêmes dossiers de presse sont envoyés aux médias, donc bien sûr personne n'en parle puisque ça n'intéresse personne. Et avec Kérès, j'ai eu la chance d'avoir le prix spécial du jury. En 2016, il y a eu le grand vainqueur du prix Foncombe et il y a eu 2 prix spéciaux du jury. Et parmi les 3, je suis en plus le seul en auto-édition, les autres ont une petite maison d'édition. Donc c'était à la fois une surprise et quand même une fierté. Une fierté, ouais, forcément. Bon, moi je l'ai pas, Vando, hein. Je vais le garder. Ah, c'est gentil. Tu me rendras le livre. Je l'ai le livre, donc logiquement ça devrait le faire. Du coup, par rapport à ça, au prix Faucon, est-ce que tu avais déjà envoyé La Flamme Pourpre? Oui,
Alors la Flamme Pourpre avait participé au prix Foncombe, alors que je ne dise pas de bêtises, 2014, donc 2 ans auparavant. Elle s'était trouvée œuvre classée. C'est-à-dire que alors, le système de classement a un peu changé entre les deux, puisque malheureusement Didier Alépée nous a quittés il y a, je crois que ça fait 2 ans maintenant. Et donc les méthodes de classement ont un peu évolué. À l'époque, on avait un système d'étapes. Voilà, il fallait être sélectionné. Après, il y avait des romans qui étaient retenus. Après, il y avait un dernier carré avec 12 œuvres. Et après, il y avait les 3 vainqueurs. Donc l'opération Flamme Pourpre s'est trouvée œuvre classée. C'est-à-dire qu'elle était dans les 12 premiers. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de classement. Voilà. C'était dans les 12 premiers. Pas dans les 3 premiers, mais dans les 12 premiers. Il n'y avait pas de position 4, 5, 6 jusqu'à 12. C'était tout le monde au même niveau. C'est déjà pas mal. C'était déjà super. En plus, j'avais envoyé la toute première édition du roman, celle qui n'avait pas encore été. Voilà. Je vois ton sourire que tu la connais. Écoute, je l'ai celle-là. Celle où il y avait les fautes d'orthographe et il y avait tout ça. Donc, peut-être que s'il y avait eu. Parce qu'il faut savoir que le prix récompense non seulement l'histoire, mais aussi la forme. C'est-à-dire qu'on peut arriver très rapidement dans le dernier carré si l'histoire est très bonne. Par contre, dans le dernier carré, les jurés sont vraiment intransigeants et c'est ce qui fait aussi la force du prix. C'est qu'il faut que le livre soit bien en forme, il faut qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pas de faute de conjugaison, que ça soit cohérent, plein de choses. Et donc dans ma première édition, c'était pas du tout le cas. Donc on a travaillé avec Agnès Rabotin, l'auteur de l'origine, pour remettre ça en forme et elle m'a fait du super beau. J'en doute pas, je pourrais pas le dire puisque moi j'ai la première version. Donc nous on s'est rencontrés il y a déjà 1 an, donc au salon du livre de Sochaux. Donc c'est là que tu m'avais vendu du coup tes œuvres. Comme quoi j'ai bien fait mon boulot. Comme quoi. Surtout que tu dis ça, mais je sais pas si tu te souviens, mais moi c'est pas du tout le genre de livre que je lis en temps normal. On en avait parlé. D'ailleurs tu avais dit, je cite, quand j'écris un roman tout doit être vérifiable, vérifié et vrai. Et moi c'est justement ce que je n'aime pas. À la base, moi j'aime bien faire travailler l'imagination quand je lis un bouquin. L'un n'empêche pas l'autre. Non, je suis d'accord. En plus les thrillers, c'est pas mon truc non plus. Et d'ailleurs tu voulais pas me les vendre. Oui, alors oui, ça c'est. Je fais juste la partie là-dessus. Autant j'aime parler de mes bouquins, je m'éclate quand j'en parle, quand je suis avec les lecteurs, mais par contre quelqu'un qui n'aime pas les thrillers ou le policier, à chaque fois je leur dis achetez pas. Achetez pas pour mes beaux yeux, pour me faire plaisir, achetez pour le lire parce que ça va vous plaire sinon. Mais toi, première vue, tu avais dit quand même bon j'y vais. Ouais, du coup je les ai pris. À ton avis, est-ce que je les ai lus et est-ce que je les ai ne serait-ce qu'un petit peu aimés? Alors lus, oui, je pense que tu les as lus parce que déjà je le sais. Aimé, après je sais pas, c'est vrai que c'est pas ton style de lecture, donc je peux pas savoir comment tu as ressenti le livre. À savoir que chaque livre, on peut prendre 10 lecteurs différents, ça sera les mêmes pages, mais il y aura 10 représentations et 10 avis différents sur le roman, donc j'espère que tu en as aimé un bout au moins quoi. Donc je vais te donner mon avis quand même, c'est le but. Donc alors c'est vrai que c'est vraiment pas du tout mon genre de livre, ça c'est indéniable. Dès le départ en fait on est pris dans l'intrigue et on est directement avec les personnages, que ce soit aussi bien dans le premier ou dans le deuxième. Et le deuxième aide beaucoup parce que forcément je suis du Havre, donc on est obligé de dire ah ouais il fait ça, moi j'aurais pas été par là. C'est plus fort que nous, hein. On est obligé de se dire ça. Et non, ouais, on est clairement pris dedans dès le départ, alors que oui, non, pourtant c'est pas du tout. C'est pas du tout ta tasse de thé. Non, et on est obligé de lire la suite parce qu'on veut savoir. C'est ce que tout le monde me dit. Tout le monde m'a dit en fait, dès le début, même si au début de l'histoire, ça reste, on n'est pas dans le cœur de l'action, ni dans le cœur de l'histoire même, puisqu'on va vraiment découvrir ce qui se passe à chaque fois que vers la moitié du roman. Mais les gens me disent, ah c'est super visuel comme roman, et tout de suite on est dedans, et on veut toujours ça dans la suite. Ouais. Et le pire, c'est quoi, t'arrives les fins des bouquins sur les deux, t'as fait ça. Les dernières pages, à chaque fois, on est obligé de les dévorer. On m'a dit qu'il reste le pire, c'est les 100 dernières pages. On m'a dit on peut pas couper les 100 dernières, faut y aller. Faut y aller, on est obligé. Mais si tu travailles et que tu dois retourner au boulot, t'as pas le choix quand même. Mais c'est marrant parce que sur le site, parfois je les ai ces commentaires-là. J'ai pas pu me coucher, ou alors trop dur de me lever le matin, fallait que je sache la suite. Mais c'est un super compliment. Il faut savoir que moi, à l'origine, je suis pas du tout de formation littéraire ou quoi que ce soit, et c'est le plus beau des compliments. Parce que c'est super dur de faire passer des images ou des émotions avec des mots. C'est pas facile du tout. C'est très délicat. Et quand les lecteurs viennent me dire j'ai adoré, etc. J'en ai compagnie aussi, hein, c'est le jeu. Mais ça fait super plaisir. Donc t'as aimé un peu? J'ai aimé un peu. Déjà 2 romans, jamais 203 comme on dit. Pareil. Donc le 2 octobre dernier, je crois que tu étais à Stockholm en repérage
il me semble. Oui. Et tu as écrit sur ton Twitter, un certain lieutenant que vous connaissez pourrait s'y retrouver. Donc, si je te dis la conversion Janus, que peux-tu nous dire? Bah déjà je suis content, j'ai trouvé ma tweetos. Alors ouais, Stockholm, c'était un rêve de longue date d'aller faire un tour en Scandinavie. Et la conversion Janus, effectivement, j'avais, tout comme l'offensive Keres, j'avais eu l'idée pendant la Flamme Pourpre. Pendant que j'écrivais Keres, j'ai eu l'idée de Janus. Et beaucoup de lecteurs, lectrices m'ont dit, ouais, est-ce qu'il va y avoir une suite à la Flamme Pourpre? Parce qu'il va y avoir une suite. J'ai dit non, la Flamme Pourpre c'est terminé, à la fin c'est marqué fin, voilà quoi. Et j'ai quand même laissé une porte d'entrée dans le roman que personne n'a vu en fait jusque-là, c'est ce qui est assez sympa, qui pourra donner non pas lieu à une suite, puisque l'histoire de la Flamme Pourpre pour moi est terminée, mais qui pourrait déboucher sur peut-être autre chose. Et quand j'ai commencé Janus, je me suis dit tiens, ce qui serait sympa, vu que tout le monde voulait revoir Marjorie et puis David, je me suis dit ça pourrait être sympa de les faire revenir non pas comme personnages principaux, mais comme personnages centraux, c'est-à-dire que l'histoire va être basée autour d'eux et de ce qui leur est arrivé, mais ils seront plus spectateurs qu'acteurs de l'histoire. Et donc effectivement, un certain lieutenant qui a déjà traversé des aventures va très certainement se rendre à Stockholm pour enquêter sur les dessous d'une société qui s'appellera cette fois Sisarco. Et là, attention, c'est du scoop. Oui, le nom n'a jamais encore été dévoilé. Je l'avais pas eu dans l'autre interview. Donc Stockholm, j'ai fait plein de photos, on est parti 3 jours avec ma femme et des amis, j'ai fait plein de photos, plein de repérages. La ville se prête à beaucoup de choses, comme Zurich à l'époque dans la Flamme Pourpre, donc je sais pas encore, j'ai mon histoire, j'ai mon passage en tête, mais il n'est pas encore écrit à l'heure où on fait l'entretien, mais je sais pas ce qui va se passer, enfin je sais ce qui va se passer, mais pas la façon dont ça va se passer. Ça je sais pas encore, mais tout est là. Et il y aura effectivement, là dans la conversion Janus, je vais vous emmener au Laos, je vais vous emmener à Stockholm, et on va rester en bordure parisienne, et il n'est pas impossible que je refasse un clin d'œil au Havre. Ça je le dis pour les lecteurs havrais, Janus, il y aura encore du Havre. Super. Comme quoi tu restes quand même, tu fais des petits clins d'œil pour les Havrais qui sont les premiers lecteurs finalement. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, alors j'espère pas anticiper sur une prochaine question, aujourd'hui la Flamme Pourpre, j'ai dépassé les 1000 exemplaires vendus, et principalement sur le Havre et la région, donc pour un auteur édité déjà c'est un super score. Quand j'entends les autres auteurs en parler, c'est un super score, même certains éditeurs, et enfin, je veux dire, ok, je sais parler du livre, mais derrière il y a eu un bouche à oreille des lecteurs qui a fait que le livre a continué à se vendre. Aujourd'hui, j'ai régulièrement, c'est pas toutes les semaines non plus, mais la Galère ou la Fnac qui appellent pour dire il me faut 1 ou 2 exemplaires, j'ai des commandes clients de la Flamme Pourpre encore, sachant que ça remonte quand même à décembre 2013. Donc c'est vachement bien. Enfin moi je suis heureux. C'est normal. C'est une super aventure qui s'arrêtera un jour normalement, mais où je profite tous les jours. Bah, tu as raison. Sais-tu un peu quelle couleur sera ta chemise pour la sortie de la conversion Janus? Est-ce que tu associes là aussi c'est observateur. Oui. Alors, c'est vrai que mes proches me chambrent beaucoup à ce sujet-là. Donc même d'ailleurs la semaine dernière, j'ai mis ma chemise hors dédicace. J'ai reçu des textos, alors t'es en dédicace. Donc oui, je sais déjà quelle sera la couleur de ma chemise. Et tu veux le scoop, c'est ça? Ouais, je veux le scoop. Alors la couverture de Keres. Alors la couverture de Keres qui est bleue et verte. L'opération Flamme Pourpre, on va dire qu'on est sur le pourpre et le jaune. Là on va jouer sur des nuances de blanc, de noir et de vert. Donc ouais, c'est moins coloré quoi. Oui, mais ça sera toujours en lien avec l'histoire. Je peux pas en dire plus, mais on aura toujours une couverture qui sera en lien avec l'histoire. On aura un objet central sur la couverture qui veut tout dire, mais qui ne parlera pas tant qu'on n'aura pas lu le livre. Tant qu'on n'a pas lu le livre. C'est le cas de la statue de Keres, c'est le cas du drapeau de la Flamme Pourpre. Oui. Et là, ça sera pareil. Donc la chemise sera peut-être blanche et noire. J'aimerais bien peut-être un côté blanc, un côté noir, c'est original. On verra. Je sais pas encore. On verra. J'ai hâte de voir ça. Faudra venir. Alors, j'en profite pour le glisser. Si tout se passe bien, comme pour la sortie de l'offensive Keres, il y aura une avant-première. À laquelle je suis invitée, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça. Et avec bien sûr caméra, tout. Et là, cette avant-première-là, elle sera automatiquement au moins une semaine avant la sortie officielle. Donc, quand j'aurai la date, je la transmettrai pour que tu puisses communiquer sur le blog. Ce sera bien sûr mis à jour sur l'article du blog. Comptez sur moi. J'espère que ça va donner envie à nos viewers de lire tes romans parce que honnêtement c'est à lire, je vous le recommande fortement.
Et du coup, juste pour les personnes qui ne connaissent pas, où est-ce qu'on peut les trouver du coup? Alors si vous êtes du Havre et de la région, vous pouvez trouver ça à la FNAC, à la Caderne, chez Plein Ciel, chez Auchan, chez Leclerc, dans toutes les librairies et gros centres du coin. Après sur internet, j'ai un blog aussi, un site www.hervédarc.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Merci pour la pub, on se verra après pour le chèque. Et là en fait régulièrement vous pouvez commander les livres au prix magasin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou peu de frais de port, puisque quand on vend les livres en magasin, on laisse une commission au magasin. Donc je suis parti du principe que si je vends via le site, je ne laisse pas de commission au magasin, donc en gros la commission ça couvre les frais de port, donc c'est pour le lecteur ça lui permet d'avoir le livre au même prix. D'accord. Voilà. Et pour finir, y a-t-il une prochaine dédicace à venir? Oui, alors là j'ai fait un petit stand-by entre le début d'année et puis là parce que je voulais me consacrer. Bon, déjà j'ai le travail à côté qui me prend énormément de temps. Je voulais aussi avancer dans la conversion Janus. Là je pense être à 50% de l'écriture presque, donc je serai bien dans le timing pour la sortie fin d'année normalement. Et par contre, à partir de début mai, donc ça va être dans 15 jours, 3 semaines, je reprends toute une tournée de dédicaces, au moins une par semaine, avant les ventes de vacances. Donc je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la première, ça sera le 5 mai, je serai à If, au sud de Caen. Et puis après, j'ai toujours ma tournée régulière à Vraise, avec la FNAC, avec de Auchan. Et je vais partir aussi, je vais un petit peu de plus en plus loin. Là, je m'en vais aussi à Saint-Lô courant juin, je retourne à Barentin et je retourne aussi à Dieppe. Donc ça commence à s'élargir un petit peu, le circuit s'élargit un petit peu. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, Hervé, c'est bien beau tout ça, mais que peux-tu nous dire sur toi? Parce que, ah oui, moi je sais que Dark, c'est un pseudonyme. Je connais la petite anecdote du nom qui est assez drôle. Peux-tu faire la joie de nos viewers et la raconter? Alors, pourquoi Dark? Avant, je jouais aussi dans un groupe de métal. Oui, Faites-vous l'image. Ça fait rire, mais non. Et on s'appelait Dark Haven, qui était la traduction du Havre sombre. Littéralement, on dit toujours que le métal c'est de la musique sombre, de la musique noire. Donc Dark Haven, D-A-R-K en anglais. Et puis tout le monde m'appelait Dark Hervé, D-A-R-K-R-V. Pseudo que j'ai gardé pour les jeux vidéo, des trucs comme ça. Et je me suis dit, quand j'ai écrit La Flamme Pourpre, je me suis dit, bon déjà je savais pas si c'était bien, je savais pas si ça serait pas merde, soyons honnêtes quoi. Et je voulais pas que mon nom soit associé à ça, ne serait-ce que même pour les enfants ou quoi que ce soit, qu'ils ne se fassent pas chambrer à l'école ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, je vais garder un pseudo. Et je me suis dit, on va m'appeler Dark Hervé, pourquoi pas garder Hervé Dark. Et vu que là on n'est plus dans le métal, on n'est plus dans la musique sombre, on va se faire ça à la française. Donc je n'ai pas de lien avec Jeanne d'Arc et j'attends la question, ni Mireille d'Arc, tout va bien. Je comptais pas, ça s'écrit pas de la même façon, donc de toute façon, voilà. Merci pour cette anecdote fort sympathique. Avec plaisir. Parce que j'ai une personne à qui je l'ai vaguement raconté et qui voulait absolument avoir l'anecdote entière, donc elle va être ravie de l'avoir. Je pense que ça va faire rire beaucoup de gens parce qu'il faut se faire l'image de toi. J'ai jamais eu les cheveux longs. Ah, dommage. J'avais déjà cette coupe de cheveux, tout va bien. Ah non, ça va pas avec le personnage. Non. Ah si, tu me vois avec les cheveux longs. Du coup, tu faisais quoi dans le groupe? T'étais guitariste Oui. Guitariste. J'étais guitariste et je braillais un petit peu de temps en temps. Il n'y a pas des petits dossiers là que tu peux nous donner? Là, faut vous débrouiller. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Alors Faut bien les chercher. je vais essayer de chercher ça. Et promis, dès que j'ai, je vous mets ça sur le blog. Non. Je vais chercher. Hervé, merci. Merci Daisy, c'est un vrai plaisir. De toute façon, vous restez pas loin puisque la vidéo en dessous, vous allez avoir un petit article en plus sur le blog, un article qui est parlé de l'auto-édition. Hervé a la gentillesse de nous en parler. Donc descendez la souris et lisez la suite qu'on va faire tout de suite avec Hervé. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Au revoir. Tiens, au revoir, la fin était vraiment très vite. Ah ben oui. Moi j'ai intérêt de faire gaffe à ce que je Donc, en temps normal, je fais des bêtises, mais là, il y en a pas beaucoup. Alors attention, on va faire le clap, on va reprendre, tu rigoles pas. Clap. Tu rigoles pas, je lui ai dit. On va en faire un bêtisier, si t'as raison, c'est pas mal. Je suis toujours un bêtisier à la fin de mes vidéos. Allez. C'était quoi? Coupé. Je laisse un temps pour le coupage. C'est ça.
Donc, Le coupage, c'est français, ça veut dire la coupe, le montage, mais le coupage. non, moi j'aime bien pas faire comme tout le monde. Alors on va passer au coupage. Au coupage. Et du coup, on va faire couper. Hein, c'est quoi l'autre? Coupage? Ah, c'est pas, c'est toi qui avais une question surprise. Ah non, c'était celle-là qu'il fallait que je pose en plus. D'accord, non, mais la question surprise. Voilà, là, c'est la mienne. Ah oui, bah ouais. C'est beaucoup. Ouais, non, mais. Tu veux que je me pose la question? Je sais le faire, hein. T'inquiète pas, je suis super fort aussi pour ça. Donc, ben voilà, c'était la dernière question. Coupe. Voilà, il est. Impeccable. Ça prend vite les enfants. J'en ai pas donc. Je descendu pour les faire et puis toutes les copies pour 30 piges. Ça filme là? Merde, on va dire putain, il est pas beau le cas. Je vais laisser ça dans les bêtisiers. Dans les bêtisiers, ouais. Non, on va éviter, j'ai des membres de ma famille qui vont venir voir. C'est vrai? Ah bah. Raison de plus. Ah bah, Non, c'était le 8.